Allez, on est en ligne, Gilles. Eh ben, bonjour à tous. Bonjour. Alors, comme Alors, je vais... d'habitude, Vas-y. oui, enfin, on va attendre quelques minutes que tous les arrivants, tous les inscrits potentiellement se connectent. On se laisse 2, 3 minutes et puis après on pourra commencer. Bonjour à tous ceux qui sont présents déjà et bonjour à toi, Gilles. Bonjour Laurent, bonjour à tous. On va attendre effectivement pour se présenter et commencer ce webinaire. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Comme évoqué, on attend encore 1 ou 2 minutes pour que tous les inscrits se présentent et puis on pourra démarrer tranquillement par la suite. Petite question pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien et vous voyez bien le support? Si vous pouvez nous mettre un petit message dans le chat à la limite pour voir si tout est OK. Donc, ça marche. Merci de votre retour. Allez. On se dit qu'on se laisse encore 1 minute et on pourra attaquer. Super. Merci Laetitia de ton retour et j'espère que tu vas bien. Allez, bon, Gilles, on n'a qu'à se dire qu'on commence. Allez, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire qui est organisé dans le cadre des Retail Weeks. Aujourd'hui, la thématique Black Cyber, comment faire face aux attaques cyber pendant la forte affluence d'activités du retail, donc ce qu'on évoquait notamment avec ce qui va arriver, Black Friday, la période de Noël et autres. Donc l'idée, c'est de vous donner un petit peu les tendances sur ces sujets, les cyberattaques majeures qu'il y a pu avoir, comment se protéger et quelques conseils, notamment par le biais de Gilles qui va se présenter rapidement par la suite. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Gilles Chenier. Je suis responsable du management de la sécurité des systèmes d'information chez Fréquentiel. Ça fait 5 ans que je travaille chez cet éditeur de logiciels. Et bon, rapidement, qu'est-ce qu'on fait Fréquentiel? On est éditeur de logiciels dans tout ce qui est traçabilité et suivi des flux de marchandises. Donc principalement du retail, mais ça peut être aussi des bacs en logistique, par exemple. Et donc à ce titre, on fournit à nos clients un package logiciel, matériel et SaaS, hébergement, avec la sécurité qui va avec. Et donc du coup, la sécurité nous engage auprès de nos clients, bien sûr. Pour finir sur Fréquentiel, c'est une société qui a 17 ans, qui est basée sur Toulouse principalement. Et nos clients, c'est surtout des grands du retail, mais aussi du luxe. On a Van Cleef Arpels, on a récemment Hermès. On gère aussi Kiabi, Chantel, CCV, des gens comme ça. Mais on fait aussi dans le médical, puisqu'on gère la SERP, par exemple, la SERP pour Rouen. Voilà, et à ce titre, au niveau du webinaire, je vais être un peu un témoin, puisque en tant qu'éditeur de logiciels, on a été amené à commencer une démarche ISO 27001
Et au moment où on a commencé la démarche, à quelques semaines près, on a eu une attaque. Je vous expliquerai tout ça. Et donc, voilà, ça va surtout être du témoignage par rapport à ce qui nous est arrivé et comment on a réagi. À toi, Laurent. Ok, merci Gilles pour cette présentation. Et donc de mon côté, Laurent Galvani, je suis consultant en cybersécurité. Donc j'accompagne des entreprises potentiellement comme Fréquentiel sur les sujets de la 27001 et tout ce qui est mise en conformité par rapport à différentes normes, différentes réglementations. Et je suis également responsable avant-vente pour Fidens. Donc Fidens, c'est un cabinet de conseil en cybersécurité qui a une vingtaine d'années, principalement tourné sur la partie gouvernance, risque, conformité. Donc on fait beaucoup d'accompagnement 27001 et tout ce qui est mise en conformité, mise de DORA et autres, de l'accompagnement plus ponctuel, du RSSI, DPO externalisé, de l'audit technique, type test d'intrusion et autres, de la formation. Et on est aussi un petit peu éditeur de logiciels puisqu'on a notre propre plateforme de suivi de la conformité, notamment pour la 27001 ou autre, qui nous permet d'avoir tout un suivi projet et de voir si on est conforme ou non dans le temps avec un pilotage des actions, des indicateurs, des incidents de sécurité et autres. Voilà. Si on continue, bah voilà, le sommaire de ce webinaire, on va vous faire une petite introduction, faire notamment l'importance de la cybersécurité en période d'affluence, comme ça va être le cas, les enjeux sur toutes les cyberattaques avec des exemples récents, ou l'exemple aussi de Fréquentiel au travers de Gilles, et des impacts que ça peut avoir pour la réputation et aussi pour la santé financière des entreprises. Les différents types de menaces, qu'est-ce qui se fait actuellement, qu'est-ce qu'on peut retrouver, leurs évolutions, et aussi derrière quels impacts, on va dire, plus réglementaires, notamment d'un point de vue conformité, parce qu'il y a un certain nombre de textes qui rentrent en application ou qui sont déjà en application et qui ont des impacts si jamais on ne les respecte pas, si on a des fuites de données ou autres. Donc comprendre un petit peu tous ces éléments. Et puis là derrière, c'est tout le retour d'expérience aussi de Fréquentiel avec la partie RFID dans le retail, les avantages par rapport à cette solution, ce type de solution, et tout ce qui est risque et bonnes pratiques sur ce sujet-là. Voilà, et bien sûr, une conclusion pour terminer. Au-delà de ça, d'un point de vue pratique, si jamais vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les mettre dans la partie chat ou directement questions. Puis on tâchera d'y répondre plutôt à la fin. On va se garder un petit temps de réponse à vos questions. Voilà. Bon, si on commence directement avec la partie introduction, voilà, les Retail Weeks, donc c'est un ensemble, c'est une période assez chargée sur la fin de l'année. L'idée, c'est effectivement à partir du mois de novembre jusqu'à forcément la période de Noël. L'idée, c'est que on a une période assez chargée, notamment en termes d'achat. Les Français sont de plus en plus précautionneux et donc étalent leurs dépenses à partir de novembre. Donc ce qui fait qu'au final, cette fin d'année, c'est quand même une période très dense pour tout le secteur du retail. C'est une occasion effectivement d'optimiser les stratégies, de promouvoir l'activité, mais c'est aussi un enjeu majeur d'un point de vue cybersécurité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une hausse de l'activité, que ça soit en magasin forcément, et aussi en ligne. Aujourd'hui, les plateformes et les Français, de manière globale, font leurs achats de plus en plus sur Internet. Donc il y a un vrai sujet de protection des sites, de s'assurer de la fiabilité et de la sécurité de ces données. Les gens, étant donné qu'ils commandent de plus en plus sur Internet, ils mettent aussi de plus en plus de données sur Internet et auprès des acteurs à qui ils font confiance. Donc il y a un vrai enjeu de protection de ces données sensibles. Ce qui fait que derrière, il y a aussi une pression qui s'accentue sur les systèmes pour s'assurer qu'ils soient robustes, qu'ils tiennent entre guillemets le coup par rapport à la période de forte affluence qui va arriver. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important de bien prévoir ça, notamment d'un point de vue cybersécurité, qui va être toute la thématique du jour. Et c'est de se poser les questions, comment, au travers de ça, on peut vous donner des bonnes pratiques pour surmonter cette période de forte affluence et au-delà de ça, répondre aux enjeux, aux demandes des clients, notamment en termes de sécurité, en termes de disponibilité des sites et autres. Donc voilà, l'idée, au-delà de tout ça, au-delà de ces enjeux cybersécurité, c'est qu'on a, au travers notamment de ce webinaire et d'autres webinaires que je vous présenterai à la fin, c'est qu'il y a un ensemble de ressources qui ont été définies, qu'on vous propose pour faire face à vos enjeux pendant les fêtes de fin d'année. Donc il y aura quatre webinaires. Donc, le premier sur la partie cyber et d'autres plus orientés sur la partie data logistique. On va accompagner ces webinaires de témoignages clients comme aujourd'hui au travers de Fréquentiel et des astuces encore une fois, pour vous permettre de surmonter tous ces enjeux pendant ces Retail Weeks. Voilà un petit peu l'objectif du jour
et toute cette série de webinaires. Si on continue, Black Cyber, hein, comment faire face aux attaques cyber pendant la forte affluence d'activité. Je pense que tout le monde est au courant. Les médias et les journaux s'en sont donnés à cœur joie. On va dire que depuis le mois de septembre, il y a eu pas mal d'attaques. C'est pas nouveau. C'est le cas depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'attaques. On va dire que depuis le mois de septembre, la pression s'est quand même accentuée, et notamment sur des acteurs, effectivement dans le secteur du retail, des acteurs, on va dire, plutôt grand public, hein, parce que les chaînes de magasins qui se sont fait attaquer là, depuis septembre, on a eu récemment, on a eu Auchan, on a eu Robil, Cultura, Boulanger, Truffaut. Donc c'est des acteurs quand même qui sont connus par le grand public, qui sont accessibles, que ce soit en chaîne de magasins ou en ligne. En fait, tout simplement, elles ont eu une cyberattaque, et au-delà de cette cyberattaque, c'est que derrière, c'est la compromission, donc des fuites de données par rapport aux données des clients et également des collaborateurs, mais aux données des clients. Et au-delà de la typologie d'attaque qui est assez similaire à chaque fois, c'est que ça a entraîné une fuite, mais vraiment massive, de toutes les données. Et on parle de plusieurs centaines, voire millions potentiellement de données qui se baladent dans la nature. Donc c'est une vraie problématique. Parce que aujourd'hui, on verra les enjeux que ça peut représenter et les impacts, mais c'est un vrai sujet de voir que là, sur ces 2-3 derniers mois, toutes les grandes chaînes, les principales grandes chaînes, et si on rajoute au-delà des chaînes du retail, on a eu SFR, on a eu Free, et plein d'autres sociétés qui se sont fait attaquer. Il y a une vraie multiplication des cyberattaques, des fuites de données. C'est principalement des fuites de données. Peu importe, on va dire, la typologie d'attaque, c'est que derrière, le but principal, c'est de récupérer et récupérer un ensemble de données, et derrière de les proposer à la vente, hein. Si on reprend les derniers exemples, en fait, tout simplement, les données d'Auchan, les données d'SFR, les données de Free, elles sont en vente sur le dark web. On peut facilement acheter la base de données des clients confuités pour quelques poignées de dollars, en l'occurrence, ou de bitcoin, parce que c'est comme ça qu'on achète ces bases de données. Donc voilà, c'est une vraie problématique pour la protection des données des salariés et surtout des clients dans ce domaine-là. Et puis après, encore une fois, c'est des enseignes, on va dire, de grande ampleur, mais potentiellement tout type d'acteur est susceptible de se faire attaquer. Et puis un peu comme l'exemple de Fréquentiel l'année passée, où là je vais plutôt laisser Gilles présenter ce sujet. Oui, alors justement, nous, éditeurs de logiciels, on avait une chance, et on l'a toujours, c'est qu'on n'a pas de données clients, ou très peu, en tout cas pas dans nos bases de données clients logiciels. Du coup, on pensait être tranquille, entre guillemets, à l'abri, parce qu'on est une entreprise discrète, on n'est pas nombreux, on n'est pas sur le devant de la scène, donc c'est pas une gloire de nous pirater. Mais pourtant, on a eu une attaque. Et ben en fait, parce que c'était une attaque qu'on appelle aveugle. Les gens croient souvent que les attaques, elles sont ciblées. Et c'est vrai, par rapport à des organismes pour faire le buzz, comme on dit, hein. Pour dire, ben voilà, moi j'ai réussi à craquer Free, avec tout ce qu'ils ont comme protection, le Bon Coin aussi, etc. Ben nous, en fait, c'est pas du tout ce cas-là qu'on a eu, mais hélas, c'est le cas le plus courant, mais qu'on ne connaît pas, parce que dans ces cas-là, on n'est pas obligé de déclarer l'attaque, puisqu'il n'y a pas atteinte à la vie privée des clients. On déclare l'attaque à nos clients, mais pas à la presse, en fait. Donc à partir de là, nous, on a été attaqué à la mi-octobre 2023. Très simplement, quand on est arrivé le lundi, on n'avait plus aucun client, c'est à peu près 30 clients majeurs, hein, qui pouvaient accéder à leurs données, à leurs serveurs, tout simplement parce que, suite à une compromission, c'est-à-dire en fait une faille qui a été trouvée dans un des composants qu'on utilise dans les communications au niveau des serveurs. Cette faille a été déclarée 4 jours avant par la société Tomcat. Du coup, elle a été prise par les pirates, parce qu'en fait, en déclarant les failles et en donnant la solution pour le régler, c'est-à-dire en fait une mise à jour, hein, en fait, du coup, il y a des logiciels qui permettent de regarder tous les systèmes de communication qui utilisent
qui utilisent Tomcat. On a été dans la liste. Et du coup, ils ont fait une attaque automatique sur tous les sites qui avaient cette faille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont rentrés dans les serveurs. Heureusement, nous, on utilise un système de silo où les données sont complètement étanches par rapport à... Ce ne sont pas des données RGPD déjà, mais les données clients sont complètement étanches. Et ils sont rentrés dans le silo des logs et ils ont crypté tous les logs. Et ensuite, ils nous ont déposé un petit lien dans les logs cryptés où il y avait marqué « Demande de rançon ». On vous demande de payer, je crois que c'était 60 000 euros pour avoir la clé pour décrypter les logs. Non, décrypter vos fichiers. Ils ne savaient pas ce que c'était, hein, c'était aveugle. OK. Là où on a eu de la chance, c'est que ça n'a pas touché les bases de données, ça n'a pas touché des choses. On avait des sauvegardes, mais on sait très bien que le temps de retour à la normale allait être très long. Et là, on a réussi à... on a effacé tous les logs parce qu'on pouvait se permettre de les perdre. Et on a réussi à repartir. Sauf que, en fait, le virus, oui, l'agent qui nous a posé problème était caché dans nos serveurs et on n'a pas été capable de le trouver. On a simplement vu qu'il se réactivait tous les quarts d'heure. Nos systèmes, nos informaticiens, puisqu'au niveau sécurité, on n'était pas encore au top, ont simplement mis un outil qui détectait le process et le killait, mais on n'était pas capable de le nettoyer. Et là, on a fait appel au secours. Il s'avère qu'on travaillait avec Fidens à l'époque pour justement nous aider à mettre en place la sécurité informatique. Fidens qui a pas mal de contacts dans le monde de la cybersécu, qui nous a tout de suite orienté vers une société qui était capable d'intervenir très rapidement. Ça coûte cher, je peux vous le dire, puisque c'est X jours d'intervention à 1500 euros la journée hors taxe. Mais sans ça, la société est fermé, hein, clairement. Hein. On n'était plus capable d'amener un service à nos clients. La société est intervenue. En 3 jours, ils ont trouvé et ils ont éradiqué le problème. Et pendant ces 3 jours, on a eu une deuxième attaque. C'est-à-dire qu'en fait, comme la porte était ouverte, eh bien, on a eu un autre phénomène, c'est que le deuxième jour, on a notre bande passante qui s'est écroulée. Pourquoi? On ne comprenait pas, puisqu'on n'avait plus le problème numéro 1. Et très rapidement, grâce toujours à Fidens et à la société qui travaille avec eux, on s'est rendu compte, ils nous ont dit, vous êtes victime d'un crypto mining. Alors là, je ne connaissais pas du tout ce phénomène. On n'en parle pas beaucoup, hein, parce que c'est quand même très technique, mais vous allez voir, c'est très simple sur le principe. Pour créer du Bitcoin, on a besoin d'utiliser des ressources serveurs, et les ressources serveurs, ça coûte. Eh bien, quand on trouve une faille chez quelqu'un, on va mettre un outil qui va créer du Bitcoin en utilisant nos ressources aux dépens de nos clients, tout simplement. Et donc, du coup, il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de bande passante pour nos clients. Ils étaient à nouveau coincés, mais pas pour la même raison. Heureusement, on était en cours on était accompagnés, donc on a réussi à régler ça aussi. Mais on a eu très peur, très chaud. Et depuis, moi, j'ai appris, puisqu'on a quand même travaillé sur le sujet avec l'ANSSI, qu'en France, en 2023, sur l'ensemble des TPE, PME, donc des petites entreprises qui ont été attaquées et que l'attaque a réussi, 49% ne se sont pas remises. Et ça nous a fait un choc. Donc du coup, on a décidé, on était déjà décidé, mais là on a eu l'exemple, tellement bien que la direction a été même presque suspicieuse à un moment en nous disant, vous êtes sûr que c'est pas Fidens qui a lancé l'attaque? Non, je vous confirme que non. Mais voilà. Donc j'arrête là, on parlera un peu plus loin de justement ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place et surtout les risques qu'on a eu de perte et les impacts en fait de l'attaque réussie. Ouais. Merci Jules pour le témoignage. C'est vrai que c'est des choses dont on n'est pas forcément à l'aise pour parler, alors que, voilà, forcément, on se dit, on se fait attaquer en termes de retour d'expérience. Même si aujourd'hui la parole a tendance à se délier, et c'est aussi hyper intéressant de profiter de ces retours d'expérience. Alors malheureux certes, mais pour continuer la sensibilisation, sensibiliser forcément les collaborateurs, sensibiliser aussi les directions qui peuvent toujours avoir des difficultés à voir les enjeux et potentiellement les retours d'investissement sur ces notions de cybersécurité, parce qu'on l'évoquera, hein, c'est des budgets
des budgets qui peuvent être conséquents, mais qui, comme tu l'as dit, hein, si aujourd'hui on fait rien et qu'on a une attaque, bah, potentiellement c'est la clé sous la porte qu'on met quelques Mm. mois après. Hein. Les chiffres sont parlants, sont explicites. Et au-delà de ça, bah, au-delà de ces conséquences, on va dire économiques, hein, perte de revenus, les coûts de la gestion de crise, comme tu l'as évoqué, de sécurité et de communication, c'est que derrière, bah, ça, ce qui amène des pertes de production et autres, c'est aussi des enjeux réputationnels. Hein. Encore une fois, les cyberattaques qui ont pu se produire d'un point de sur les gros acteurs et autres, bah derrière c'est vraiment une perte de confiance, des enjeux, enfin des impacts négatifs sur la fidélité des clients. Bah tiens, forcément on va être de plus en plus suspicieux à aller confier nos données, à faire des achats auprès de ces enseignes. Hein, c'est des vrais sujets. Et quand, bah, comme vous, on compte sur on va dire une poignée de clients, une trentaine de clients ou autres, de perdre cette confiance-là, bah, c'est aussi, comme tu l'as dit, une perte potentielle de revenus et des doutes sur la pérennité de l'entreprise. Donc Ouais. c'est pour ça qu'il y a tout intérêt à se renforcer en matière de cybersécurité pour éviter d'avoir ces impacts-là. Donc Oui, c'est je pourrais rajouter une seule chose, c'est que en plus on travaille à l'international, donc on a des clients américains. Et là, en cas de cyberattaque réussie et si on avait perdu des données du client, on avait un procès en plus. Parce oui, que bien sûr, on s'est engagé à tout faire pour ne pas le perdre. Mais non seulement il y a l'image, mais il y a des coûts qui sont très difficiles à calculer. Nous, pour terminer, au niveau des coûts, ben, c'est très simple. L'intervention de la société qui nous a permis de sortir de là, ben, c'était à peu près dans les 10 000 euros. Et le coût interne en termes de temps, de non-dispo et surtout les ressources humaines qui ont été nécessaires est à peu près estimé à 20 000 euros. Donc l'incident okay. nous a coûté que 30 000 euros. C'est très cher pour nous, bien sûr, mais ça représente aujourd'hui, par rapport au budget qu'on va avoir annuellement, la moitié du budget annuel de sécurité qu'on est prêt à mettre en place. Une seule attaque. Mais oui, effectivement. Donc on se rend bien compte des proportions que ça peut prendre, parce que là, bon, ça a été relativement On limité a eu dans de le la temps. chance. On a eu de la chance. On s'en est sorti au bout de 3 jours. J'ai vu passer une moyenne. J'ai connu l'attaque aussi chez Orchestra il y a quelques années. Ça a mis 3 semaines pour la remise en route. Oui, c'est à peu près les ordres d'idées, hein, effectivement. J'avais assisté récemment à un retour d'expérience sur l'attaque de Viamedis, qui a eu en début d'année, effectivement sur les prestataires pas de mutuelle, mais de tiers payants. Effectivement, eux, c'était sur 4 semaines que ça s'est étalé, donc ouais, on est sur une moyenne de 3 semaines à peu près de remédiation et de retour entre guillemets à la normale, parce qu'on on revient jamais complètement à la situation nominale. Donc oui, complètement. Très bien. Euh, Ben, je vais voilà. peut-être prendre la suite. Oui, bien sûr. Donc, ben, justement, au niveau du panorama des menaces, hein, alors il est probable que vous en connaissiez quelques-unes, donc on ne va pas passer des heures là-dessus. Le plus connu, surtout en haute saison, c'est le phishing, et ça, c'est les collaborateurs qui vont être victimes de ça. C'est de plus en plus efficace. Pour information, nous, on a un système de centralisation des tentatives de phishing. Ça fait partie des normes de la norme ISO 27001 qui nous permettent de les classifier, d'avertir le personnel, de regarder aussi la recrudescence. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça s'accélère. Et n'oubliez pas un détail, les phishing sont de plus en plus efficaces à cause de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les phishing qu'on reçoit, il n'y a plus de fautes d'orthographe. J'ai même eu un cas cette semaine d'un phishing avec une tentative en anglais du service RH de Fréquentiel avec un document. Et ce document, il y avait le papier en tête de Fréquentiel. Voilà, donc on va loin. Après, les attaques DDoS, donc en fait, ça c'est très simple. Le but, c'est de provoquer des interruptions de service en saturant, en faisant des attaques, et ça sature la bande passante. Et du coup, ben, ça gêne le fonctionnement. Et les sites internet, c'est surtout pour les sites internet, ils sont inaccessibles. Le défaçage, ça c'est aussi terrible, puisque en fait, vous allez sur votre site web et puis c'est plus le même en fait. Ils ont placardé des slogans, c'est souvent idéologique, ou c'est aussi dans le but de nuire à l'entreprise. Globalement, nous, par rapport à toutes ces attaques, nous, on a été victime des tendances récentes, hein, c'est-à-dire le ransomware ou rançongiciel.
Et puis le crypto mining, qui est plus, plus discret, on va dire. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est une course constante, puisque à chaque fois qu'il y a une nouvelle barrière, ben, il y a une nouvelle attaque c'est presque un jeu, hélas, avec, ben, on le voit aux informations, hein, des choses qui sont assez originales. Je voulais vous citer un cas parce que ça c'est en train de se démocratiser, c'est les QR codes. Je vous donne un exemple. À Paris, pour louer un vélo, on va scanner un QR code. Mais il y a des petits malins qui ont mis des autocollants par-dessus ce QR code, qui ont refait le site de location des vélos. Alors, comment dire, pour leur bénéfice, vous payez avec votre carte bleue, il n'y a pas de problème, mais le vélo, il ne se libère jamais. Voilà. Donc, c'est détournement grâce au QR code. Méfiez-vous des liens QR code. Je vais passer à la C'est suite. ça. Et pour compléter sur la partie phishing, au-delà des phishing, on va dire donc par email, par QR code, il y a aussi de plus en plus les phishing par SMS, ce qu'on appelle les smishing, où on nous envoie effectivement de fausses informations. Et de plus en plus, on commence à avoir aussi des faux appels vocaux, enfin, des faux vocaux. J'ai encore l'exemple d'un client qui m'a indiqué, par exemple, que sa directrice financière avait reçu un message du directeur financier, un message vocal de son directeur financier, qui avait dû être repris sur Internet. Effectivement, il y a des vidéos maintenant sur YouTube ou autre. On récupère une partie de la voix et avec l'intelligence artificielle, encore une fois, on se permet de recomposer des messages et qui sont transmis derrière. Bon, là, ça n'a pas fonctionné de par la proximité des collaborateurs, mais d'un point de vue purement technique, c'était très bien fait et il fallait vraiment être attentif pour détecter le faux message. Et au-delà de ça, c'est que sur les attaques de délit de service, les attaques de phishing et autres, les attaquants, au même titre que nous, on peut avoir des plateformes pour commander des services. On trouve très facilement maintenant sur le dark web et autres, juste en quelques clics et en payant une certaine somme, des moyens d'attaquer n'importe quelle structure sur la base d'une adresse IP, sur la base d'une adresse URL, où c'est hyper simple en fait de réaliser une attaque. Donc aujourd'hui, ils se sont structurés, ils proposent des services aussi accessibles que ce qu'on peut trouver sur l'internet classique. Et donc en fait, c'est aussi pour ça que cette généralisation d'attaques, cette massification des attaques est présente. Olivier, je vais te laisser la parole pour le cadre réglementaire, si tu veux. Oui, sur la partie réglementaire, effectivement, voilà, au-delà pour prévenir, renforcer aussi la maturité des entreprises qui sont présentes notamment dans l'espace européen. L'Union européenne, depuis quelques années, on voit que ça se densifie beaucoup. Il y avait quelques textes qui existaient auparavant sur ces sujets de cybersécurité et de protection des données. Mais depuis la fin des années 2010, début des années 2020, on se rend bien compte qu'il y a un vrai cadre réglementaire qui est en train de se poser au niveau de l'Union européenne. Bon, depuis 2018, il y avait déjà le RGPD, donc le Règlement général de la protection des données, qui consiste à, effectivement, pour toutes les entreprises dans le monde qui traitent de la donnée de citoyens européens, de mettre un cadre réglementaire, de s'assurer de la protection et de la minimisation des données qui sont collectées. Donc ça, c'est un vrai enjeu et on se rend bien compte que malgré l'apparition de ce RGPD, il y a quand même suffisamment de données qui se promènent dans la nature. Donc ça veut dire qu'aussi potentiellement les mesures qui devraient être appliquées ne le sont pas. Et après, il y a des nouveaux textes qui viennent se rajouter un petit peu sur cette composante RGPD. On parle de la directive Nice 2, donc qui est une directive de niveau européen qui est rentrée en vigueur très récemment et qui va s'étaler sur les 3 prochaines années. Où là, l'idée, c'est de sanctuariser, de renforcer le niveau de sécurité pour les entreprises les plus critiques pour l'Union européenne. Donc, dans un certain nombre de secteurs assez classiques, tout ce qui traite de l'énergie, du transport, de domaine de la santé et autres. Mais potentiellement, il y a aussi certaines activités comme l'agroalimentaire qui vont rentrer là-dedans, certains secteurs de la fabrication et également tout ce qui est fournisseur de places de marché, potentiellement fournisseurs de services cloud, de centres de données et autres. Là, l'idée, c'est de vraiment renforcer le niveau de jeu en matière de cybersécurité pour s'assurer de la bonne protection, de la bonne résilience de toutes ces entités. Donc ça va s'étaler effectivement sur les 3 prochaines années. Et aussi le petit nouveau qui rentre tout doucement, qui a été voté, qui a été publié au journal officiel de l'Union européenne la semaine dernière,
c'est le Cyber Resilience Act, et lui qui va concerner la sécurité des produits et de tout ce qui est édition logicielle, où là, effectivement, ça va concerner beaucoup d'entreprises. Le but, c'est d'assurer un certain niveau de maturité, encore une fois, pour les produits et pour les logiciels, les solutions qui vont pouvoir être proposées aux consommateurs européens. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de mesures qui vont s'appliquer et qui vont permettre de renforcer ces sujets de cybersécurité, pour s'assurer d'avoir un bon niveau et protéger les données et les consommateurs européens. Donc, on voit que le cadre réglementaire se muscle, et au-delà de toutes les pratiques que ça met en place, c'est aussi derrière des enjeux pour les organisations de plusieurs types, hein. Il y a le premier volet qui est, on va dire, si on respecte pas ces textes, on encourt des sanctions, qu'elles soient financières, comme le RGPD, comme NIS2 le prévoit, comme le Cyber Resilience Act, des sanctions aussi potentiellement envers les dirigeants. NIS2 prévoit que si on n'est pas conforme à la réglementation, le dirigeant peut se voir interdit d'exercer ses fonctions de dirigeant. Et derrière, c'est aussi des vraies opportunités business, hein, parce que des grands groupes et autres comme avec lesquels on peut travailler potentiellement, vont aussi faire un choix par rapport à ces niveaux de maturité en matière de cybersécurité et niveau de conformité. Et si aujourd'hui on n'est pas conforme, on n'affiche pas un niveau de conformité, on peut se voir fermer les portes et donc perdre des contrats. Donc c'est des vraies opportunités business qu'il faut voir au-delà de ce cadre réglementaire et de l'augmentation de son niveau de maturité cyber. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur la partie cadre réglementaire. Très bien. Je vais prendre la main sur la RFID. En tant qu'éditeur de logiciels, on a été un des premiers en France à proposer des logiciels compatibles RFID. Donc, on a bien étudié les avantages et les inconvénients, les limites de la RFID. Donc, peut-être que vous connaissez déjà, on va les passer en revue rapidement. La RFID, c'est quoi? C'est l'identification unique d'un article. C'est-à-dire que contrairement à un code barre qui permet de dire, tiens, j'ai une poussette bleue de tel modèle, là, j'ai une poussette bleue de tel modèle et son numéro de série, c'est ça. Conclusion, on a une lecture unique. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, le deuxième intérêt, c'est qu'avec un gun RFID, on peut lire des centaines de tags à la seconde. Ce sont des paramétrages et donc ça va très vite et on n'a pas besoin d'ouvrir les cartons, on n'a pas besoin de biper des choses. Ça passe, et il y a même des portiques qui s'en occupent. Ça passe à travers les matières, sauf le métal. Au niveau donc des avantages, oui, grâce à ça, on va pouvoir gérer un stock en temps réel. On va pouvoir gérer un stock même de la réserve d'un magasin et de la surface de vente ou d'un entrepôt. Et on va pouvoir même détecter les mouvements entre les deux grâce à des antennes. Aujourd'hui, c'est quand même un élément très important parce que pour calculer un stock, il faut faire un inventaire. Et faire un inventaire, c'est long, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Ensuite, en caisse, vous l'avez tous vu peut-être, hein, chez Decathlon par exemple, mais même ailleurs, chez Nespresso aussi. On n'a plus besoin sur les caisses autonomes, on va poser tous les articles dans un bac en métal qui va détecter tout ça. Donc ça va très vite et c'est très simple. Ensuite, bien sûr, vu qu'on va pouvoir suivre les articles, on va pouvoir répondre à certaines exigences de traçabilité qui sont de plus en plus demandées, surtout dans le médical par exemple. Mais aussi, quand un magasin, et là j'ai un exemple concret à vous raconter, en magasin, on va pouvoir éviter le vol parce que il faut savoir que le vol, il y a un gros pourcentage de vols qui viennent de l'intérieur en fait. C'est-à-dire que c'est le personnel, s'il est mal payé, il va, surtout pour les grandes distributions, il va se servir. Aujourd'hui, le fait que ça soit identifié à l'article près, ça change la donne. Parce qu'on va savoir exactement qu'est-ce qui a été volé, quand, on va même pouvoir faire des contrôles. Voilà. Donc à partir de là, l'exemple qu'on a eu alors je peux pas citer leur nom, parce que j'ai pas demandé l'autorisation, mais on va dire qu'un des plus grands retailers du monde nous a consultés aux États-Unis en nous disant, voilà, vous avez une solution pour faire les inventaires rapidement, est-ce qu'on peut faire un POC, donc un Proof of Concept, et on a installé notre solution dans 4 magasins de ce client pendant 4 mois.
Et il y avait 2 magasins principaux et 2 magasins franchisés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait des inventaires tous les 2 jours. Parce qu'en fait, avec notre solution, l'inventaire, il durait à peu près 45 minutes contre plusieurs heures. J'ai donné un exemple pour la productivité un peu plus loin. Et donc, du coup, ils ont fait des inventaires réguliers. Et la conclusion du client, c'est que leur stock était juste à 30%. C'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensaient avoir 10 articles et la plupart du temps, ils en avaient moins. Parce que bien sûr, c'était jamais dans le sens où il y avait trop d'articles. Face à ça, on attend la signature définitive, mais ils ont décidé de généraliser le système parce que c'était vraiment rapide et fiable. Voilà. C'est ça qui les a intéressés le plus. Donc, au niveau concret, l'optimisation logistique, il y a de plus en plus d'RFID en entrepôt, c'est clair. Et pour faire les problèmes pour régler les problèmes de flux, c'est-à-dire ça part de là, ça va là. Ça peut être en magasin, ça peut être même en distribution client. Du coup, bien sûr, ça permet aussi de dire votre article, il est à tel endroit. De plus en plus aujourd'hui, quand moi je commande des articles, je peux savoir que mon article, il est passé dans tel entrepôt, il est sur tel quai, où il est parti à telle heure de l'endroit, et on a même de plus en plus des prédictions de livraison de plus en plus précises grâce à ça. Et je donne l'exemple de l'inventaire, puisqu'en fait, le bénéfice le plus important que nous, on a vu, se situe au niveau des gros mouvements de stock, c'est-à-dire les réceptions, mais surtout les inventaires. Un inventaire, ça coûte très cher aux enseignes de retail parce qu'il faut fermer le magasin, ça prend du temps, il faut embaucher des gens, il faut qu'ils soient fiables, il faut qu'ils bipent tout. Là, c'est à l'aveugle. Donc, un exemple qu'on a réalisé chez un autre client, un magasin avec 10 000 pièces en Côte d'Ivoire, il fallait 6 personnes pendant 6 heures. Et ça se faisait la nuit avec des coûts énormes. En RFID, 2 personnes en 2 heures ont suffi. Et on a poussé le vice à montrer aux personnes qu'on pouvait faire l'inventaire en courant dans les rayons. Puisqu'en fait, on appuie sur le gun, on écoute les bips. Quand les bips diminuent, c'est qu'il trouve de moins en moins d'étiquettes. Et quand il n'y a plus de bips, c'est qu'il a tout trouvé. Voilà. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et ça, c'est la RFID qui le permet. Par contre, il y a des risques. Comme toute solution, il y a des menaces et des risques sur la sécurité. Et plus on rend les choses automatiques et aveugles, plus on risque d'avoir des problèmes s'il y a des gens qui arrivent à pénétrer le système. Le premier risque, c'est le clonage des étiquettes. Alors, c'est un risque qui est un peu limité parce que c'est très high level au niveau technique. Il faut avoir un outil pour cloner et générer des étiquettes. Et ça, ce sont des imprimantes spéciales qui permettent de le faire. Mais on pourrait, dans l'absolu, capter une étiquette et la reproduire. Après, on peut aussi essayer d'intercepter les données qui sont captées avec un gun RFID aussi dans un magasin. Je pourrais très bien essayer de le faire. On verra les solutions contre ça. Et puis, vous achetez un article, il contient une étiquette RFID. Si elle n'est pas désactivée, partout où vous allez passer, on va savoir que vous avez acheté cet article. Et si la traçabilité est efficace, eh bien, on pourra même savoir quand il a été acheté, où il a été acheté, et à la limite même par qui, si jamais on a accès bien sûr aux informations privées. Pour information, c'est utilisé de plus en plus pour la gestion des comment on appelle ça, la gestion des copies. C'est-à-dire qu'en fait, dans le luxe, maintenant, il y a un fabricant de chaussures très connu qui fait des chaussures avec des semelles rouges. Ils ont glissé des puces RFID pour pouvoir identifier les faux, en fait. Voilà, c'est comme ça que c'est fait. Donc, du coup, oui, si une étiquette n'est pas désactivée, elle peut être suivie par des gens mal intentionnés, mais ça reste encore du haut niveau par rapport aux fraudes qu'on voit aujourd'hui. Typiquement sur les QR codes dont j'ai parlé tout à l'heure, là, c'est très facile de générer un QR code. C'est beaucoup plus dur de générer une étiquette. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour régler tous ces problèmes potentiels et pour rassurer nos clients? En fait, c'est un peu comme pour les mots de passe, c'est un peu comme pour les mails même, ou les données, il faut les chiffrer. Voilà, donc il y a des techniques de chiffrage de données.
Il y a des protocoles de vérification pour dire, ben voilà, cette étiquette, elle est authentique. Il y a aussi des protocoles possibles de désactivation après la vente. Typiquement, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'antivolage, hein. Aujourd'hui, chez pas mal de clients, vous achetez un article, vous le passez à la borne RFID, eh bien, automatiquement, ça va dire cet article a été acheté, tu ne dois plus sonner ou tu ne dois plus exister, par exemple. Ensuite, il faut des audits de sécurité, bien sûr. Et puis, ce qui est important, si jamais vous devez être amené à passer en RFID, c'est de faire très attention à vos fournisseurs, que ce soit matériel, logiciel ou étiquette même. Il est important que ces acteurs soient sensibilisés à la sécurité et qu'ils soient capables de vous montrer des certifications type ISO 27001 par exemple. Enfin, mais ça c'est nous qui devons en tant qu'éditeurs le réaliser, mais je vous invite aussi si ça vous intéresse d'en faire, c'est de demander des audits de sécurité et de demander des pen tests, des tests de pénétration. C'est assez impressionnant pour voir si vous avez peut-être une protection de base. Est-ce que ça suffit ou pas? Le mieux, c'est soit de faire un audit de sécurité, soit carrément de se confronter à la réalité et de payer une entreprise qui va tenter de vous pirater de manière indolore, évidemment. C'est là où on peut intervenir sur cette partie test d'intrusion et aussi accompagnement 27 000. Voilà, ça, nous, éditeurs logiciels, on ne le fait pas. Okay. Laurent, je te laisse la conclusion. Ouais, on arrive effectivement à la conclusion. Bon, on l'a vu, hein, de toute façon, première partie, c'est que les enjeux cyber sont de plus en plus présents. On voit le nombre d'attaques, il a clairement augmenté, clairement explosé, même on peut le dire, depuis un certain nombre d'années. De toute façon, c'est assez simple, hein, on est de plus en plus exposé sur Internet. C'est de plus en plus facile aussi pour les organisations criminelles de réaliser ce type d'attaque. Donc la combinaison des deux fait que de toute façon on a matière à exploser le nombre de cyberattaques. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut forcément se laisser abattre. Il y a des moyens pour se protéger. Il y a tous les enjeux réglementaires, comme je l'ai évoqué, hein, adopter, suivre les directives qui vont venir s'imposer, parce que de toute façon, encore une fois, ça reste des obligations. Et si potentiellement on n'est pas concerné, même si par exemple le RGPD aujourd'hui concerne tout le monde, il y a aussi des bonnes pratiques, des certifications, des normes qui peuvent venir s'appliquer. Hein. Gilles l'a plusieurs fois évoqué, la norme 27001, c'est la construction d'un système de management en sécurité de l'information. L'idée, c'est de structurer ces pratiques en matière de sécurité, de structurer tous ces éléments, et aussi, surtout, c'est là où on a un avantage, on peut avoir un avantage par rapport à ses concurrents ou autres, c'est que derrière, cette certification, elle est faite par un organisme extérieur, et en fait, ils viennent attester comme quoi on a mis en place ce système de management et tout un tas de bonnes pratiques. Et ça, étant donné que c'est délivré par une autorité externe, ça permet aussi de démontrer, voilà, par un joli petit diplôme et tout ce qui va bien, comme quoi on respecte bien ces bonnes pratiques. Donc c'est aussi intéressant pour mettre ça en place. Voilà. Au-delà de ça, l'idée c'est aussi de faire des audits de sécurité. Hein. Gilles l'a évoqué, que ce soit des audits plus organisationnels ou des audits techniques. C'est en fait de se confronter, d'identifier, de se poser à un moment donné, de voir quelles sont les pratiques qu'on a déjà en place, parce que on est déjà structuré, et surtout quels sont les axes d'amélioration qu'on peut travailler par rapport à des référentiels, que ce soit le guide d'hygiène de l'ANSSI, la 27001, 27002 ou autre. L'idée, voilà, c'est de se dire, ok, on a une marche à franchir pour atteindre un certain niveau de sécurité et s'assurer en fait qu'on a déjà une base de travail, qu'on est quand même suffisamment robuste pour prévenir les différentes attaques. Comme l'a évoqué Gilles, de plus en plus les attaques sont automatiques. En fait, l'idée c'est qu'ils ciblent pas particulièrement, mais qu'ils envoient des outils automatiques pour scanner tout ce qui est ouvert sur Internet. Et après, s'ils constatent qu'il y a effectivement quelque chose d'ouvert, là ils vont accentuer un peu plus leurs efforts. Donc déjà, si on fait cet état des lieux et qu'on couvre les vulnérabilités les plus exposées, ça permet aussi de diminuer grandement cette surface d'exposition et de renforcer de manière globale la sécurité. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de réaliser ces audits. Également derrière, le sujet des fournisseurs, on le voit de plus en plus. C'est un peu les retours d'expérience qu'on peut faire dans une majorité de cas, c'est que souvent, de plus en plus souvent, malheureusement, les attaques, en fait, elles sont un peu par propagation. Il y a un de nos fournisseurs qui se fait attaquer
Et derrière, l'attaquant, lui, a juste à remonter la chaîne pour aller attaquer, pour continuer en fait. Et du coup, on est souvent victime par rebond ou potentiellement par ciblage direct, mais en passant par un prestataire de ces attaques. Donc il y a des moyens aussi de se protéger, renforcer ces niveaux de sécurité, et notamment au point de vue des fournisseurs. Encore une fois, là, si je reprends l'exemple de la 27001, c'est aussi des contraintes qui sont imposées et des exigences qui sont imposées à ceux qui désirent se faire certifier. Et de toute façon, les directives, les aspects réglementaires prennent aussi en compte ces sujets-là. Donc de manière globale, on a tout intérêt à aller sur une sécurisation de nos fournisseurs. Et après, il y a des moyens, on va dire, un peu plus techniques, notamment au travers de tout ce qu'a exposé Gilles sur les aspects du RFID, avec tous les avantages que ça peut représenter d'utiliser ces solutions au travers du chiffrement des données qui sont manipulées, de l'authentification aussi des articles qui sont faits par le biais des technologies, et puis après aussi de l'application des bonnes pratiques. Voilà. Et au-delà de tout ça, c'est aussi de manière plus globale de se préparer. Un des constats, une des phrases qu'on peut souvent entendre, hein, c'est que ça a un peu changé. C'est pas de savoir quand est-ce qu'on va se faire attaquer, mais plutôt de se dire qu'on va se faire attaquer de toute façon et qu'il faut se protéger, qu'il faut se préparer en amont, que ce soit par des tests pour identifier les vulnérabilités, mais aussi d'avoir une capacité à générer un plan de réponse, un plan de gestion de crise, un plan de continuité d'activité, de reprise d'activité, pour pouvoir se dire, ok, on est dans une situation défavorable, comment on réagit, qu'est-ce qu'on met en place pour se protéger et pour éviter que la situation dure trop longtemps. Est-ce qu'on sait gérer en interne? Est-ce que comme pour Gilles et Fréquentiel, on fait appel à un prestataire qui vient nous épauler sur ces sujets? Dans tous les cas, il faut se préparer, il faut construire ces éléments pour s'assurer et éviter que la situation défavorable perdure le plus dans le temps, parce que plus elle perdurera, plus on va avoir d'impact réputationnel et surtout en perte de productivité, perte d'argent derrière qui peuvent tout simplement se solder par une fermeture de l'organisation. L'idée, c'est bien de se préparer et d'être en capacité de réagir le jour où malheureusement ça se produira. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire en conclusion de ce webinaire. Et après, toujours sur les prochaines thématiques qui vont être abordées dans le Retail UX, il y a un premier sujet qui aura lieu jeudi prochain, jeudi 5 décembre plutôt. Comment maintenir la satisfaction en période des fêtes de fin d'année. Donc le jeudi 5 décembre à 11h avec un témoignage client qui sera au Forum du bâtiment. Et le dernier webinaire qui aura lieu le 12 décembre, une semaine après, comment gérer le réapprovisionnement des stocks en cas de pic de demande. Donc là, avec cette fois-ci la participation de LS Retail. Voilà. Vous pouvez vous inscrire directement en scannant le QR code, qui est un vrai QR code. Et voilà, n'hésitez pas à participer à ces prochains webinaires. Et en attendant, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a présenté durant ce webinaire, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on y répondra. Sinon, on espère que tout était clair. On a une première question qui est combien coûte un audit de sécurité, comme on vous a présenté, alors que ce soit organisationnel ou technique. Alors, ça va dépendre bien sûr du périmètre sur lequel on va faire cet audit. En fonction, est-ce que c'est un test d'intrusion plutôt technique, un audit plutôt organisationnel? Est-ce que c'est sur forcément un périmètre très large? Bon, grosso modo, si je peux donner une fourchette un petit peu large, on est entre quelques milliers d'euros, donc à partir de 3-4 000 euros jusqu'à potentiellement 15-20 000 euros. Encore une fois, ça dépend vraiment du périmètre, mais si on faisait une moyenne, on est entre
entre 5 et 10 000. 5 et 10 000 euros, globalement, ça permet déjà d'avoir une bonne visibilité sur ce qu'on a en place, sur les vulnérabilités qu'il y a à corriger et d'avoir une feuille de route un petit peu de ce qu'on peut mettre en place. Et on a une autre question de la tiers, ouais, je On a reprends ma deux question. questions même. Deux questions même, oui, effectivement, j'avais pas eu les premières. Je pense qu'elles te sont principalement Oui, tout à adressées, fait, je vais Zénith. répondre. Alors non, effectivement, on avait décidé le 1er octobre de passer à la certification et une certification ISO 27001, le calendrier était de 1 an. Donc en fait, on avait commencé à travailler avec Fidens. On a demandé à Fidens de nous accompagner parce que même si moi j'ai fait du RGPD, j'étais pas non plus un spécialiste de la sécurité à l'époque. Conclusion, on n'était pas certifié du tout. On faisait un peu de l'antivirus comme tout le monde, des consignes comme tout le monde, mais là, on a été pris en défaut. Donc du coup, la maturité en cybersécurité à l'époque, elle était faible. Oui. Et la direction considérait que comme on était petit, qu'on n'avait pas un chiffre d'affaires énorme, etc., on n'allait pas être attaqué. Et avec les attaques aveugles d'aujourd'hui, ça c'est terminé, quoi. Voilà l'état des lieux. Et la deuxième question, c'était avez-vous souscrit une assurance cyber? Si oui, quel rôle cette assurance a-t-elle joué lors de cette attaque? Alors là, c'est encore pire. D'abord, non, on n'avait pas d'assurance cyber, mais pire que ça, c'est que quand on a eu l'attaque, tout de suite, ça a été le premier réflexe, mais pourquoi on n'a pas pris une assurance cyber? On n'y a pas pensé, on ne pensait pas que c'était dépenser cet argent, on se pose toujours des questions pour les assurances, vous le savez. Du coup, on a contacté notre assureur, on leur a dit voilà, on voudrait être assuré cyber. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont envoyé un audit de sécurité. Super. Et quand on a répondu avec l'état de maturité de l'époque, c'était il y a 1 an, à peu près. Oui, c'est ça. Euh, et l'assureur nous a répondu, vu l'état de maturité que vous avez actuellement, vous n'êtes pas assurable. Voilà. Donc, Si je peux, conclusion, si non je seulement peux- on n'était pas mature, mais on n'était même pas assurable parce qu'on n'avait fait aucune démarche pour la sécurité. Si je peux compléter effectivement sur ces sujets d'assurance. Alors effectivement, une des premières questions, comme tu l'as dit Gilles, c'est qu'effectivement les assurances, avant d'assurer quelqu'un, ils demandent un certain niveau de maturité. Hein, c'est des mesures assez simples. Est-ce que typiquement vous avez fait des pen tests? Est-ce que vous avez de la double authentification? Est-ce que vous faites des sauvegardes, etc. C'est des bonnes pratiques, les bonnes pratiques principales qu'on retrouve effectivement dans l'ISO 27001. Donc c'est aussi pour ça que ça a un intérêt. Donc avant de pouvoir assurer, effectivement, ils demandent d'attester. Ce qui a un petit peu changé, avant, ils avaient tendance effectivement à assurer un petit peu tout et n'importe qui. Maintenant, ils ont quand même pris des garde-fous avant de délivrer une assurance. Et même potentiellement derrière, c'est que les coûts de l'assurance vont différer entre si on est mature ou si on l'est moins. Potentiellement, après, une assurance cyber, en cas d'attaque, elle peut intervenir de plusieurs façons. Déjà, on peut imaginer elle peut rembourser les pertes d'exploitation qui peuvent être survenir à l'issue d'une cyberattaque, les pertes de production, etc. Elle peut accompagner aussi en délivrant, en proposant un service de réponse à incident, comme Gilles et Fréquentiel ont pris à leurs frais de leur côté. Ils peuvent rembourser et ou faire intervenir des experts en fonction de comment ils sont structurés. Voilà, c'est en général comme ça qu'ils vont intervenir. Et il y a aussi toute la partie gestion de crise qui peut être liée, donc la communication et autres. Ils peuvent avoir des experts dédiés justement pour traiter, gérer ces crises. Donc ils interviennent, ils accompagnent potentiellement en aval d'une crise pour renforcer ces sujets. Donc j'espère qu'on a répondu à tes questions là, tiens. Ouais, Non, on demande un il y aura replay. une session replay. Tout à fait. Une fois une fois que c'est terminé, le replay est disponible. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Bon, j'imagine que s'il y a d'autres questions a posteriori, on pourra vous contacter, Laurent. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Les adresses sont disponibles, les modalités pour communiquer avec nous sont aussi disponibles. Donc, vous pouvez échanger par la suite avec nous si vous voulez, sur la partie audit de sécurité, accompagnement 27001, préparation de la continuité, de la résilience et autres. Même réalisation d'exercices de crise, c'est des choses aussi qu'on fait. Voilà, se mettre un petit peu en situation presque réelle, un peu jeu de rôle. Comment un incident se produit pour de faux, comment on réagit et comment on teste les équipes. Ouais, je voudrais terminer simplement en disant que depuis qu'on a eu cette aventure et qu'on a commencé la certification, on a mis en place des procédures. On n'a pas encore passé la certification, on n'est pas encore prêt. Il nous faut des outils. Mais on a eu une autre attaque sur Azure, sur Microsoft Azure, hébergement SaaS, qui était moins grave. Hein. C'était à nouveau pour du crypto mining d'ailleurs. Simplement, Azure nous a dit vous avez 3 jours pour le régler, sinon on vous coupe tous les accès. Donc, si on n'a pas la réactivité, ben, je peux vous dire que on n'était pas tranquille. Mais comme on était organisé, qu'on avait simulé une gestion de crise, eh bien, on a pu répondre et régler le problème en à peu près 24 heures. Donc, on était déjà satisfait du progrès qu'on avait fait sans être encore certifié. Mais on avait déjà appliqué certaines bonnes pratiques. Voilà. Effectivement, la préparation, c'est la clé. Si on peut faire un mot de fin, effectivement, c'est de se dire qu'il faut se préparer à subir de telles situations parce que c'est jamais évident et, euh, et qu'il faut être capable de gérer le stress que ça peut produire et les impacts que ça peut avoir. Il faut aller vite. C'est ça le Il problème. faut aller vite. Genre. Je crois pas qu'il y ait d'autres questions, si. Il ne me semble pas, effectivement. Si pas d'autres questions, je pense on peut s'arrêter là on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Gilles pour ta participation et ton retour Avec plaisir. d'expérience. Et, et Ben, puis, merci à bah, tous aussi. Bon, moi, voilà. Je pense que c'est important aussi, si ça peut vous faire gagner un peu de temps sur la sécurité, parce que nous, on l'a mis en place et on s'est fait rattraper par les hackers. Donc, c'était vraiment limite, et on passe la certification en 2025. ça va le faire sur cette certification. Vous serez prêts. Merci à tous. Merci. Allez, au Bonne fin de revoir. journée.